faire, hein, et on oublie assez vite d'ailleurs ce qui a déjà été fait. C'est des beaux projets aussi. On est vraiment là, je dirais, à rien de prendre possession de notre nouvelle fromagerie. C'est dans le contexte tel qu'on l'a décrit tout à l'heure, d'imaginer qu'on aurait pu mener à bien un aussi beau projet qui valorise le travail de l'ensemble des collaborateurs de l'institution, parce que, bien évidemment, notre fromagerie, elle valorise le travail d'abord de ceux qui travaillent dans cette fromagerie, mais c'est aussi une autre façon de valoriser le travail de l'ensemble des collaborateurs, parce que tout ça, tout est lié, tout est imbriqué. Je veux dire, on n'arrive à faire les choses que si le collectif fonctionne bien. On n'est pas capable de mener un projet d'envergure aussi important tant si ça dysfonctionne de droite et de gauche. Donc ça veut dire que l'ensemble de la maison, j'aime bien utiliser le terme maison parce que je trouve qu'on est dans une institution, une association qui... On fête le centenaire, hein, vous l'avez dit, et je trouve que cette maison, elle a une âme. C'est d'ailleurs pour ça d'ailleurs que j'ai réfléchi à candidater à l'époque, hein, dans des circonstances très particulières, comme tout le monde le sait, mais parce que cette institution, elle avait quelque chose de plus. Alors effectivement, peut-être aussi mes origines trélonaises lui donnent une dimension particulière, certainement, puisqu'au final, j'ai le sentiment d'ailleurs que c'est une petite histoire de vie en parallèle de l'histoire de l'institution. J'aurai bientôt, allez, je le dis, j'aurai bientôt 60 ans dans 2-3 mois. Ma mère enseignait à Trélon et elle a vu passer bon nombre de salariés. Et c'était d'ailleurs la première réflexion d'une dame qui me disait avec son patois, hein, ah bah si un jour on nous avait dit que ça soit le fils de madame maman qui soit directeur général, je le rône un cru. Je vous le fais dans le texte, hein, bien évidemment. Et donc, d'abord ça, je me souviens, gamin, m'être cassé le bras et avoir appris à nager dans une piscine qui était transportée, un camion, sur le parking de notre actuelle blanchisserie. Je venais jouer au tennis avec des instituts que vous avez bien connus, Madame Mabé, puisque vous en étiez la directrice avant Monsieur Prévost. Après Monsieur Prévost, pardon, et donc avec Monsieur Prévost, donc l'autre Monsieur Prévost, Jean-Noël, hélas décédé, Madame Vérag, avec qui je venais jouer au tennis dans la salle de sport, j'avais 20 ans. Alors je vous fais grâce de la chanson, j'avais 20 ans. Enfin, c'est rigolo d'avoir fait mon dernier stage de professionnalisation dans l'école ici avec Monsieur Aubert, sur le Haillon, pas encore diplômé éducateur spécialisé. Donc vous voyez, j'ai cette maison chevillée au corps. C'est 60 ans de mon histoire, 6 ans effectivement de mon parcours professionnel, mais c'est toute une vie en proximité de cette institution, et donc forcément quelque chose qui est signifiant et qui a une dimension particulière dans le travail que je mène au quotidien. Alors je reviens un peu, parce qu'au final, ma vie n'intéresse pas grand monde, mais ce qui m'intéressait, c'est justement ce parallèle, parce qu'au final, je trouve que c'est le côté, c'est amusant, amusant et je dirais même, ouais, je l'ai dit, signifiant. Je reviens sur ces projets, donc du coup, effectivement, la capacité à mener des projets d'envergure, comme cette fromagerie, dans un contexte pas facile, ça nous amène d'ailleurs aussi à réfléchir à la fonction d'une direction générale. Une direction générale, c'est pas seulement celui qui est capable d'aller bien négocier, entre guillemets, ses contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens, c'est aussi quelqu'un qui est capable, et d'ailleurs par le passé ça a déjà été fait et très bien fait, quelqu'un qui est capable d'aller chercher des financements autres. Oui, c'est ce que j'allais dire. On le voit bien dans cette fromagerie. Alors, peu importe les chiffres, parce que c'est pas les chiffres qui ont de l'importance, mais quand on arrive à aller chercher pas loin de 40% du financement du projet global, avec des financements publics mais aussi privés, c'est aussi
je pense, une autre façon d'appréhender les modèles économiques de nos associations, et c'est effectivement quelque chose d'important. Alors, un directeur général, c'est un gestionnaire, Ouais. un économiste, maintenant, Ouais. Quelqu'un qui a un regard sur la réalité de la vie économique de son pays, de l'évolution sociale aussi. Mais quand même, dans ce projet fromagerie qu'on a porté avec vous, l'association, puisque ça a quand même fait l'objet d'un projet, d'une étude, vous avez vraiment cherché des financements, ça c'est vrai, mais derrière tout ça, il y avait aussi toujours l'idée du mieux-être du travailleur dans son travail et de la sécurité. Vous me l'enlevez de la bouche. Ah. C'était effectivement ce qui est le plus important, c'est le sens qu'on met derrière tout ça, et c'est les différentes missions qui nous sont confiées. Et j'aurais même tendance à dire, c'est la mission qui nous est confiée. La mission qui nous est confiée, alors sans paraphraser un des propos de notre institution, mais donner espoir, hein, vous voyez, je ne connais plus la phrase exactement, mais donner espoir à ceux qui pensaient ne pas en avoir, ou tout au moins ceux qui doutaient d'avoir ceux qui doutaient d'avoir un avenir. C'est d'abord ça le plus important. C'est même pas le plus important, c'est l'essentiel. C'est ce qui fait que le matin on a envie de venir et que, ma foi, et on le voit bien d'ailleurs quand on fait des assemblées générales de personnel, quand on fait un petit feedback sur les actions éducatives et l'accompagnement qui est proposé aux enfants, aux adultes qui sont confiés à notre institution, moi je le dis toujours, c'est mon sourire de l'année, quoi. Donc du coup c'est effectivement, vous disiez gestionnaire, négociateur, oui bien sûr, c'est indispensable, mais au service de qui et de quoi? Et c'est ça le plus important. Et pourquoi on le fait? Et donc du coup, cette dimension toute particulière, elle donne un sens particulier, et ça nous renvoie à une forme d'utilité sociale et une gratification personnelle, parce qu'au final, c'est extrêmement, je dirais, valorisant que chaque collaborateur qui ici vient travailler puisse se dire, ce que je fais sert à quelqu'un, pas à quelque chose, à quelqu'un. Et donc du coup, sans vouloir refaire 100 ans d'histoire, moi j'ai le sentiment qu'on poursuit l'œuvre de Jade Roussel dans ce qu'elle avait initié. C'était pas du médico-social, mais au final c'était le prendre soin, c'était alors adapté bien évidemment au contexte des différentes époques. Et donc c'est vrai que ces 100 ans d'histoire de l'institution, ils sont marqués, hein, par cette détermination de Jade Roussel. Et c'est vrai que moi j'ai déjà eu l'occasion de le dire, on est les héritiers et les protecteurs de cette dimension et on est humaniste. porteurs de ces idées, de ces valeurs. Donc là, on parle des valeurs humaines qui sont une dimension très importante de votre métier. La seule. Le médico-social a commencé ici en 70. C'est dans les années 70. On est en 2022. Vers quelle direction on tend vers l'externalisation des pratiques, vers un travail plus proche avec les familles. C'est toujours délicat de se projeter un petit peu sur ce que deviendra le médico-social. C'est d'ailleurs tout l'objet de 2 jours de réflexion avec des intervenants de qualité, et des intervenants de qualité. Et d'ailleurs, quand on prend la peine de regarder ce programme, on questionne des juristes, on questionne des sociologues, on questionne des philosophes. Ça veut dire que la réponse, elle est multifactorielle, elle est plurielle, et il n'y a pas une vérité. Il y a quand même une dimension sur laquelle effectivement on s'aperçoit que le médico-social s'est inscrit, c'est que d'un sujet
passez-moi l'expression, mais peut-être un peu fort, d'un sujet captif. On est dans une dimension qui va vers davantage auteur de son projet de vie. J'ai pas dit acteur de son projet de vie, j'ai dit auteur de son projet de vie, c'est-à-dire qu'effectivement, cette dimension-là, elle s'inscrit, je lisais encore des articles sur le sujet, alors qu'il abordait sous l'angle de la désinstitutionnalisation. Tout à l'heure, vous le disiez dans votre propos, en disant que c'est davantage vers le milieu ordinaire. Mais en tout état de cause, il y a une dimension et une direction vers laquelle on va, et qui est une bonne direction, c'est effectivement davantage d'émancipation des enfants ou des adultes que nous accompagnons. Et ça, c'est quelque chose qui, à mon sens, est inscrit dans le marbre, irrémédiable, et c'est une très bonne chose. Alors maintenant, comment nous, je dis nous, nos institutions, nos associations, nos organismes gestionnaires, peu importe comment on les appelle, vont, entre guillemets, s'organiser autour de ça. Vous l'avez dit, alors vous l'avez abordé sous l'angle de l'énergie, parce que c'est davantage de déplacement, davantage vers l'extérieur, et donc toute une logistique particulière, sans véhicule, ça se gère. C'est quand même moins complexe que la nature humaine. Ça démarre ou ça démarre pas. Enfin, je ferme la parenthèse. Plus sérieusement, c'est donc cette capacité à accompagner ce mouvement, pour le coup, et voire même à le précéder, puisque effectivement, on le voit bien, notre association a été, par exemple, fer de lance dans la mise en place des EMAS, des équipes mobiles d'appui à la scolarité. On a été auditionné à la DGCS il y a de ça quelques années. Juste avant le Covid d'ailleurs, c'était le moment où on pouvait encore se promener sans sortir son masque et son autorisation, son papier. On était précurseurs dans le sens où effectivement, moi je me souviens d'un appel de l'ARS, Monsieur Hamon, est-ce que vous seriez partant pour je dirais être préfigurateur de ce que le dispositif pourrait être au niveau de cet accompagnement, donc les masses étant accompagner. Enfin, comment on aide les enseignants du milieu ordinaire à accompagner des enfants présentant une déficience, parce que l'inclusivité, ça ne se décrète pas. Et si on n'aide pas... il faut d'abord qu'il y ait une société qui ait envie, qui soit inclusive. Enfin, il faut commencer par le début. Et donc, du coup, on voit bien le mouvement dans lequel on s'inscrit. Ça, c'est une lame de fond, on va dire, qui va conditionner les années futures. Alors après, dans ce débat-là, moi je suis toujours, après, peut-être que c'est l'expérience aussi, 40 ans quand même, la vérité, jamais dans les extrêmes, pour beaucoup de choses d'ailleurs, au demeurant. Travailler dans les familles pour que l'enfant accompagné en établissement soit le moins longtemps possible en établissement, sa place c'est dans son milieu naturel, quand c'est possible bien évidemment. Je ne dis pas que c'est toujours possible. Eh bien, moi je me souviens de textes et d'expériences, je la cite assez souvent parce que pour moi elle est vraiment 1973, Roselyne Bécu qui était à l'époque directrice de l'enfance et de la famille du département du Gard, le SAPMN avait déjà effectivement enclenché ça. Donc ça veut dire que ne nous gargarisons pas avec l'impression de réinventer l'eau chaude, ou le fil à couper le beurre, comme je disais tout à l'heure. On recontextualise, on réadapte, mais au final, je dirais, on est toujours dans cette dimension en termes d'évolution. Alors après, et là c'est le gestionnaire qui revient, parce qu'inévitablement, à un moment donné, il faut avoir les moyens de ses ambitions. C'est comment évoluera à terme le modèle de, je dirais, de tarification de nos organismes gestionnaires, quel rapport entre guillemets avec la puissance publique, alors puissance publique au sens large, puisqu'effectivement nous, ce qui nous concerne, c'est essentiellement le département du Nord et l'ARS de France. Mais comment va évoluer le mode relationnel avec nos financeurs? Moi, j'ai coutume de dire, j'avais d'ailleurs interpellé le président du conseil départemental sur le sujet, est-ce que vous nous considérez comme des partenaires ou comme des prestataires? Et là, une vraie réflexion de fond
Moi, je considère qu'on est des partenaires, parce qu'on est dans le même bateau au final. On concourt tous à la même chose, on a tous envie des mêmes choses, et comme je le disais tout à l'heure, en tant que gestionnaire, on a tous le souci du bien dépensé et du juste dépensé. Mais dans une aventure humaine telle que celle-ci, il faut être deux à y croire de la même façon. Et donc du coup, d'où aussi l'intérêt de ce colloque médico-social, puisque la question partait de là, de se dire quelle réflexion on a autour de cette dimension et comment nous, très modestement, on peut se donner les moyens d'influer sur le débat politique dans le sens noble du terme, pour que effectivement la mission, et je reviens à ce qu'on disait aussi également tout à l'heure, la mission qui nous est confiée, ça soit la chose la plus importante. Je veux dire, si je passais ma vie en tant que directeur général à regarder des tableaux de chiffres pour regarder le chiffre, ça n'aurait aucun sens. L'argent, c'est un moyen, c'est le moyen de nos ambitions, je le disais tout à l'heure. Et donc les réponses, elles sont multiples. Elles sont multiples et elles sont aussi à appréhender autant de façon juridique que de façon éthique, que de façon philosophique, c'est peut-être un grand mot, encore que moi j'y crois, que de façon politique, encore une fois dans le sens noble du terme. Donc vous voyez, il y a vraiment une dimension très plurielle à prendre en compte par rapport à cette évolution. C'est l'occasion de croiser les pratiques, les regards, les échanges. C'est toujours porteur de sens et ça nous enrichit toujours de rencontrer d'autres professionnels qui sont comme nous, qui cherchent des solutions et qui ont la même volonté de rendre des personnes plus heureuses et moins isolées et mieux accompagnées. Voilà. Moi, j'ai coutume de le dire, personne ne détient la vérité seule. Et si tant est qu'on détienne une vérité, ça reste un débat de fond. Mais effectivement, je crois que combien de fois, alors je le dis dans la réflexion au niveau de la prise en compte éducative, c'est le regard croisé, pluriel, qui donne, je dirais, qui permet de s'approcher de la juste proximité, enfin bref, de cet accompagnement. Donc voilà, encore une fois, alors certains esprits chagrins pourraient dire on a le temps pour ça, une journée, une réflexion, mais cette réflexion, elle est indispensable. Je veux dire, si à un moment donné, vous le disiez tout à l'heure, on ne prend pas le temps de réfléchir à ce qu'on fait, on est certain que, alors c'est l'expression qu'on emploie, la tête dans le guidon, on est certain qu'on risque de passer à côté de l'essentiel, et ça serait dramatique, parce qu'on est dans un métier où, alors bien évidemment, des erreurs nous arrive d'en faire, qui n'en fait pas, mais nous, nos erreurs, on les paye cash, parce qu'on les paye au prix d'une mission dans une dimension humaine. Et donc ça, c'est effectivement aussi quelque chose qu'il ne nous faut pas oublier. Écoutez, M. Allemand, vous avez répondu à mes petites questions. C'est intéressant. Je vous remercie et puis bonne route. Écoutez, je vous remercie, Madame Mamet. Et puis moi, j'ai envie de souhaiter bonne continuation à notre association Trade Union. On ne sera pas là pour le bicentenaire, on ne pense pas, malgré les progrès de la médecine, mais au moins, on va préparer le terrain pour qu'il puisse y en avoir un. Merci. Merci de votre écoute.